Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au coup d'État au Mali. La présidentielle était prévue dans un peu plus d'un mois. La nuit dernière, des militaires ont renversé le chef de l'État Amadou Toumani Touré. Amadou Toumani Touré serait à l'abri. L'incertitude règne dans le pays, un couvre-feu a été instauré, les frontières sont fermées. Avant de nous retrouver avec nos invités et notre correspondant en direct de Bamako, d'abord le point sur cette journée avec Simon Rodier. Un écran noir à la télévision malienne. Les soldats viennent de prendre les locaux des médias nationaux. À l'aube, après de longues heures d'attente, ils se dévoilent enfin. Le CNRDR se réclamant des forces armées de défense et de sécurité du Mali dans l'ensemble de leurs composantes a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. Les institutions sont dissoutes, la constitution suspendue. Les putschistes mettent en place un couvre-feu et viennent d'annoncer la fermeture de toutes les frontières du pays. La capitale Bamako a vécu une nuit agitée. Des échanges de tirs à l'arme lourde entre mutins et loyalistes ont retenti pendant plusieurs heures. Selon les loyalistes, le président Touré serait en lieu sûr, mais les rumeurs contradictoires se multiplient. Les soldats rebelles reprochent au président malien son incompétence dans sa gestion du conflit au nord du pays. Depuis janvier, les combats ont éclaté entre l'armée, les Touaregs et des combattants islamistes d'Al-Qaïda, dont le nord du Mali serait devenu le sanctuaire. Depuis plusieurs semaines déjà, l'impuissance du gouvernement faisait grincer les dents. Au cœur de Bamako ce matin, entre quelques tirs isolés, la population vacille entre inquiétude et sérénité. Je suis très content parce que tout le monde sont contents. Militaires avec les populations sont ensemble. On a peur. Donc pour nous l'avoir est fini, puisqu'on risquerait d'être attaqué par des vandales qui profitent des occasions comme ça pour voler tout ce qu'on a. Les réactions internationales n'ont pas manqué, elles condamnent ce putsch. Mais aujourd'hui, les mutins tentent de rassurer, ils promettent la restauration du pouvoir civil et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et la Croix-Rouge fait état d'une quarantaine de blessés, dont 3 ou 4 civils. Au moins un mutin aurait été tué lors de combats avec la garde présidentielle. On retrouve en direct de Bamako notre correspondant, Serge Daniel. Serge, dans quel état d'esprit se trouvent les Maliens ce soir? Entend-on encore des tirs? Alors on m'indique que nous n'avons pas Serge Daniel avec nous. Je vous propose dans ce cas-là de découvrir les invités qui vont nous accompagner tout au long de cette édition spéciale. Tienbel Gimba Yara, journaliste à La Voix du Mali. Seydik Abba, chef du bureau de l'agence PANA. Et Gaëlle Arenson, rédactrice en chef de Maghreb Confidentiel. Avec vous, nous parlerons notamment d'économie. Nous allons essayer de joindre Amadou Sanogo, mais avant cela, on peut déjà essayer de commenter les éléments qui se sont passés aujourd'hui dans la journée. Tienbel Gimba Yara, vous venez de rentrer du Mali. Est-ce qu'on pouvait imaginer, prévoir ce coup d'État? Prévoir ce coup d'État, c'est oser parler trop en la matière, parce que c'est vrai qu'il y avait une situation de fait au sein de l'armée, il y avait une crise qui couvait, et il y avait également de constater cette insécurité au nord du pays, à cette insécurité, voir qu'elle allait se coupler avec une mutinerie qui va conduire à un incivisme du sud. C'était quand même assez poussé, mais c'est vrai que l'armée regorgeait des problématiques liées d'ordre divers de manque de matériel, de manque de formation, de difficultés liées à une certaine syndicalisation de l'armée, parce que la plupart de ces sous-officiers sont de la coordination des sous-officiers qui avait fait parler d'elle en son temps, et on s'était rendu compte que cette syndicalisation allait conduire très certainement un jour à cette situation. C'est vrai qu'il y avait une difficulté, mais à pousser jusqu'à ce niveau-là, je ne pense même pas ceux qui sont autour aujourd'hui de cette table-là, dans les locaux de l'Office de la radio-télévision du Mali, avaient prévu cela. On a un petit peu l'impression, après cette journée, après cette nuit et après cette journée, qu'il y avait un petit peu d'improvisation. Seydik Abba, est-ce que vous avez l'impression que les putschistes étaient si bien organisés? Est-ce que leur but était de renverser le président, ou est-ce que, de fil en aiguille, ils se sont laissés porter par les événements? Non, je crois qu'on peut dire que au départ, c'est pas le projet du coup d'État, c'est simplement une mutinerie
de soldats partis de Kati qui réclament de meilleures conditions. Alors, Kati, précisez Kati, pour nos téléspectateurs. c'est la base militaire qui n'est pas loin de Bamako, à une trentaine de kilomètres si je ne me trompe. Donc les revendications initiales, c'était de doter l'armée de moyens suffisants pour pouvoir affronter les rebelles du MNLA qui, depuis le 17 janvier, ont déclenché une rébellion. De fil en aiguille, je crois, ils se sont sentis pousser des ailes et ils ont pris le contrôle de la télévision d'abord, ensuite le contrôle du palais de Koulouba où se trouvait encore le président Toumani Touré. Et de fil en aiguille, ils ont créé cette junte-là, ce conseil militaire pour la restauration de la démocratie. Je crois que quand on regarde, c'est des officiers subalternes, le grade le plus élevé jusqu'à présent, c'est celui de capitaine. Donc, la mutinerie s'est transformée en coup d'État et aujourd'hui, on sent qu'il y a un véritable tâtonnement au niveau de la junte. D'après les éléments d'information que nous avons, les militaires ne contrôlent pas encore effectivement l'ensemble du territoire malien ni l'ensemble des institutions, puisque le président Amadou Toumani Touré ne serait pas encore entre leurs mains. Il serait retranché dans un camp avec des soldats loyalistes. Un coup d'État militaire en cours, un coup d'État militaire pas achevé. À mon avis, le coup d'État n'est pas totalement terminé. Et si jamais il se trouvait que le président pourrait obtenir le ralliement de quelques camps, parce que l'armée malienne, ce n'est pas simplement Bamako, il y a des camps à l'intérieur du pays, au nord, où on a concentré beaucoup de troupes. Je crois que la situation n'est pas totalement consommée. Alors, on va faire un point sur ce qui se passe ce soir à Bamako. On retrouve notre correspondant Serge Daniel en direct de Bamako. Serge, dans quel état d'esprit se trouvent les Maliens ce soir? Est-ce qu'on entend encore des tirs? Oui, il y a toujours des tirs, mais des tirs sporadiques, mais qu'on entend dans des quartiers parfois. Vous voyez des militaires à mobilette qui tirent en l'air. Vous voyez les militaires réquisitionner des véhicules de civils, prendre en fait des véhicules de civils. Ça c'est très très mal vécu ici. Vous avez aussi quelques scènes de pillage très rangées. Vous voyez des militaires se diriger par exemple vers la douane, ouvrir un conteneur, prendre des ordinateurs ou aller chez un commerçant, dévaliser les maisons. Vous avez des hommes politiques qui ont reçu aussi la visite des mutins, et ça laisse un souvenir, un sentiment de gêne, de quelque chose d'inacceptable chez le citoyen lambda pour le moment. Serge, vous faisiez allusion aux maisons des candidats à la présidentielle qui auraient été pillées. Quel sens donner à cela? Écoutez, par exemple, non seulement Modibo Sidibé, par exemple, qui est candidat à la présidentielle malienne, qui va se tenir prochainement, il a été arrêté, lui, par exemple. Sa maison a été en partie pillée. Soumaïla Cissé, par exemple, il n'était pas chez lui. C'est un autre candidat important ici. Et sa maison a été saccagée. On a tenu en joue sa famille. Un peu comme si les mutins ou une partie des mutins considéraient à tort, justement, comme responsable de la situation des candidats à la présidentielle. Il n'y a pas d'explication. Le sentiment que certains ont ici, c'est plutôt que ces mutins cherchaient de l'argent. Ils cherchaient à se faire de l'argent ou à prendre des biens qui ne leur appartenaient pas sur ces candidats a priori fortunés, quoi. Il y a une question évidemment que tout le monde se pose ce soir, c'est où se trouve le président? Est-il en sécurité? Va-t-il bien? Il y a une certitude et deux hypothèses. La certitude, c'est qu'il n'est plus au palais présidentiel. Il a été exfiltré du palais présidentiel quand les mutins se sont approchés du palais. Et la garde présidentielle, les paracommandos, les bérets rouges, on les appelle ici, ont permis au président de la République, dans un premier temps, de s'installer dans un camp, d'après mes informations internes de Bamako. Ensuite, il est allé dans un autre camp, vers la frontière guinéenne. Donc, deux possibilités aujourd'hui. Soit il est retranché dans ce camp, soit il est dans un pays voisin. Alors Serge, vous vous trouvez à Bamako. Quels échos avez-vous du reste du pays, notamment du Nord? Alors, dans le Nord, ce qui se passe, c'est que il y a, dans deux localités du Nord, à Gao d'abord, il y a eu une petite mutinerie interne. Vous avez les militaires et les hommes de rang qui ont arrêté des officiers supérieurs, en fait l'état-major de l'armée là-bas sur place. Et au nord-ouest,
il y a des responsables comme le gouverneur, des officiers qui ont été également arrêtés par les hommes de rang. Alors pourquoi ces arrestations? Justement, ça fait un peu tache d'huile. Le mouvement de Bamako fait tache d'huile un peu là-bas. Et l'impression, c'est que les hommes de rang estiment que dans la stratégie de défense du territoire national, ces officiers qui sont chargés de les guider, de les commander, n'ont pas fait le boulot qu'il fallait faire, n'ont pas mobilisé le matériel militaire notamment qu'il fallait pour pouvoir vaincre la rébellion Touareg et les islamistes armés. Très bien. Serge Daniel, merci à vous. Vous êtes en direct de Bamako et nous essaierons de vous retrouver en direct avant la fin de cette édition spéciale. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment tout s'est mis en place. Ce coup d'État militaire intervient après plus de 2 mois de guerre contre des rebelles Touaregs dans le nord du Mali. Le président Amadou Toumani Touré est contesté pour cette la gestion de cette crise. C'est un homme de consensus. On lui reproche son manque de fermeté face aux rebelles. On revient sur ces 2 mois qui ont fait basculer et fragiliser le régime avec Sophie Pierre et on se retrouve ensuite avec nos invités. C'est mi-janvier que débute cette nouvelle crise dans le nord du Mali. Plusieurs villes sont attaquées par des rebelles Touaregs. Ils sont principalement du MNLA, le mouvement national pour la libération de l'Azawad, qui accueille aussi d'anciens membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais ce qui fait sans doute basculer la situation, c'est le retour en novembre de combattants de l'ex-armée libyenne. Des Touaregs que les autorités ont accueillis avec inquiétude en voyant leur armement. Ces gens sont rentrés lourdement armés, en quantité et en nature. C'est-à-dire il semble qu'il y a des types d'armes que le Sahel n'avait jamais vues avant eux. Parce que simplement les magasins de Kadhafi ont été ouverts. En 2 mois, près de 200 000 Maliens ont fui les combats. La moitié vers la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. L'armée malienne est en difficulté. Début février, des rumeurs courent à Bamako, poussant des centaines de personnes dans les rues. Les soldats ne seraient pas suffisamment armés face aux rebelles. Le président tente de rassurer les familles. Il appelle les Maliens au calme. Si, qui ont attaqué certaines casernes militaires et localités du Nord ne doivent pas être confondus avec nos autres compatriotes, Touaregs, Arabes, Peuls, Sonré. Les voisins du Mali ont été nombreux à tenter d'alerter Amadou Toumani Touré sur la gravité de la situation. Cette semaine, l'Union africaine était encore réunie à Bamako, un balai diplomatique qui n'a pas suffi à rassurer les militaires qui ont fini par renverser le président malien. Et avec nous en direct le porte-parole en France du MNLA, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, Moussa Agassarid. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ce coup d'État militaire peut changer pour vous ? Pour nous, ça ne change pas grand-chose, sauf que maintenant, nous espérons que les Maliens vont enfin avoir la vérité de ce qui s'est passé, parce que certains militaires savent ce qui s'est passé, mais le pouvoir central de Bamako cachait cette vérité et continuait de nous accuser de terroristes, d'apatrides et de bandits, alors que les militaires savent qu'en face, il y a une armée organisée, il y a des gens qui sont déterminés, il y a une révolution populaire menée par le Mouvement national de libération de l'Azawad. Donc maintenant, nous espérons que la presse malienne va enfin dire la vérité et la presse internationale va aussi comprendre qu'il y a un pouvoir fantôme au Mali, corrompu, laxiste, envers la présence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui n'a jamais combattu et qui est complice de cette présence qui prend en otage l'ensemble des populations de l'Azawad. Est-ce que dans ce nouveau contexte, s'il devait s'installer, si le coup d'État était confirmé, c'est-à-dire s'il était amené à s'installer, si les militaires étaient amenés à s'installer, est-ce que vous allez proposer un cessez-le-feu dans ce nouveau contexte ? Nous, le cessez-le-feu n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, puisque en face de nous, nous n'avons pas d'interlocuteur. Et l'ancien président, que je peux nommer maintenant l'ancien président Amadou Toumani Touré, n'a jamais voulu accepter de nous voir en face de lui comme étant des interlocuteurs. Donc aujourd'hui, nous gardons le cap, nous sommes toujours ouverts au dialogue,
mais nous pensons que notre objectif, c'est l'indépendance de l'Azawad. Très bien. Moussa Ag Assarid, merci d'avoir été avec nous en direct. Tianbel Guibayara, votre réaction à ce qu'on vient d'entendre? Oui, sauf que Moussa Assarig, qui est un ancien boursier malien, président du Conseil des citoyens étrangers d'Angers, écrivain émérite qui a bénéficié des largesses de la République du Mali en collaboration avec la France pour se former, ce dont nous autres nous n'avions pas, ne dit pas comment ces prisonniers, les militaires ont été tués à Guelec. Comment ce mode opératoire d'AQMI a été trouvé sur ces victimes-là. Ne dit pas jusqu'où en sardine et englouti là-dedans. Ne dit pas toutes ces contradictions entre le MNLA dont certains éléments de bonne foi luttent quand même pour une évolution culturelle, pour la sauvegarde de leur culture qui peut être compris, même si cela ne justifie pas une prise d'armes dans une république comme le Mali où on peut démocratiquement se battre, ne dit pas qu'il y a certains barbus qui investissent ces zones, il y a des bandits armés qui vivent sur ces terres-là, qui sont prêts à en découdre avec les autorités de tous ces pays-là, qui vivent de rançons, qui vivent d'enlèvements, qui terrorisent les populations, qui veulent instaurer une terreur, qui veulent une afghanisation de cette zone-là. Donc, il ne nous dit pas ça. Je vous interromps puisqu'on a en direct avec nous de Bamako le chef de la junte, le capitaine Amadou Sanogo. Merci d'être avec nous. Vous dites agir au nom du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. Quelles sont vos revendications aujourd'hui? Ok, bonsoir madame. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'aimerais juste dire que nos revendications se portent juste sur quelques points. Parce que, tout d'abord, nous voulons l'équipement, une réforme pour une armée professionnelle, à haut combat, un changement de conditions de vie du soldat, et ensuite le retour de la paix dans le Nord. Pourquoi avez-vous pris le pouvoir? On a l'impression d'une certaine improvisation. Étiez-vous obligé, pour obtenir ces revendications, de faire tomber le président? Au tout début, ce n'était pas l'objectif recherché, mais qu'est-ce qui se passe puisque toutes les négociations avec la troupe avaient échoué? Donc, au moment donné, à un moment donné, on a procédé par la manière la plus forte. Où se trouve ce soir Amadou Toumani Touré? Est-il entre vos mains? Pour l'instant, je préfère ne pas me déterminer sur ça, madame. Est-ce qu'il est sain et sauf? Oui, excuse-moi. Est-ce qu'il est sain et sauf? Est-ce que Amadou Toumani Touré va bien? Est-ce que vous avez un contact avec lui? Il est sain et sauf. Même les autorités, les anciennes autorités qu'on a prises, tout le monde est sain et sauf. Nous n'avons pas une mission d'exaction, d'exécution ou quoi que ce soit. Vous garantissez son intégrité? À l'heure actuelle, puisque je vous dis que je ne peux pas dire grand chose sur lui, je ne peux pas garantir comme ça aux yeux du monde une intégrité. Mais ce dont j'ai avec moi, avec conviction, alors ils sont sains et saufs. Et Inch'Allah, même dans les jours à venir, ils seront sains et saufs. Est-ce qu'il faut comprendre que vous ne savez pas où il se trouve? C'est pas ce que j'ai dit. Vous savez où il se trouve ce soir? Pour l'instant, je préfère ne pas trop m'aventurer sur cette information, madame. D'accord, donc on voit que pour l'instant là-dessus c'est un petit peu imprécis. Une dernière chose, vous appelez un retour à la normale dès mardi prochain. Est-ce que vous vous engagez à ce qu'il y ait des élections? C'était ce qu'il y avait de prévu, ces élections devaient avoir lieu normalement à la fin du mois d'avril. Est-ce que vous vous y engagez? Est-ce qu'elles auront lieu? Depuis hier, je vous garantis et je garantis l'opinion internationale que j'ai commencé à contacter toutes les forces vives de la nation. On est en commun, dans la grande discussion, mettre sur pied quelque chose qui ne sera pas juste militaire. Et ensuite, une fois qu'on va dégager les grandes lignes, on voit déjà que les choses commencent à marcher comme souhaité. Nous, on laisse au président démocratiquement élu. Amadou Sanogo, merci d'avoir été en direct avec nous de Bamako. Gaël Aronson, on ne vous a pas entendu encore. Votre réaction là aussi à ce qu'on vient d'entendre?
Écoutez, ça paraît assez imprécis parce qu'au départ, effectivement, ces militaires ont dit qu'ils ne voulaient pas prendre le pouvoir et effectivement, au fur et à mesure que le temps passe, ils ont pris le pouvoir. Mais effectivement, comme on s'interrogeait à l'instant avec nos invités ce soir sur le plateau, pour quel objectif? Puisque justement, leur revendication, c'était on n'a pas assez d'armes. On voit mal comment justement renverser le président, ça va tout d'un coup régler ces problèmes puisqu'il y a toujours cette situation de crise dans le Nord. Et comme le disait le porte-parole du MNLA, eux ne comptent pas du tout mettre en place un cessez-le-feu, ils comptent poursuivre leur offensive. Donc la situation est très très grave à cette heure-ci. Alors on voit bien justement, comme vous le dites, que l'heure est grave. On voit que du côté des mutins, c'est un petit peu la désorganisation. On l'a un petit peu senti dans ce téléphone. À votre avis, que va-t-il se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours ? Je crois qu'on va rester encore dans l'improvisation et le tâtonnement parce que habituellement, quand le coup d'État a été préparé, quand il a été conçu pendant une bonne période, ceux qui viennent, les militaires qui prennent le pouvoir, ont un calendrier avec une période de transition définie qui va de 6 mois à 1 an, etc. Là, on n'est pas dans ce cas de figure. Donc, je crois que dans l'immédiat, les militaires vont peut-être s'organiser d'abord à arrêter la composition de leur junte, à mettre en place le directoire militaire. Ensuite, ils ont promis essayer d'associer des civils pour mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et c'est ensuite seulement qu'on verra. Donc, ce qui, de mon point de vue, nous renvoie les élections au calendrier grec. On ne peut pas organiser, comme il a été promis, des élections rapidement. Très bien, très rapidement, le mot de la fin est pour vous, Tianbel Guibayara. Coup d'État, pas de coup d'État ce soir, que faut-il retenir de cette journée ? Confusion terrible qui règne. Et pour ce qui m'étonne de plus, c'est le silence de la classe politique. Un seul leader politique a soutenu le coup d'État. Où sont donc passés nos démocrates sincères et patriotes convaincus? Où sont donc passés ceux-là qui se sont battus pour libérer ce pays-là il y a 20 ans, à la faveur du vent d'Est, à la faveur donc de la perestroïka et de bien d'événements? Et c'est le mot de la fin. On termine cette émission très rapidement. Je vous coupe la parole. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous qui nous regardez. Si vous souhaitez revivre le film de cette journée, vous allez sur notre site internet tv5monde.com. Excellente suite de programme à vous tous et merci à vous trois.